juste pour préciser que ce webinaire donc, est en partenariat avec GRDF qui sponsorise cette thématique. Donc, on remercie en fait de contribuer aussi à ces notions d'information et de sensibilisation à tout ce qui est énergétique. Pour repréciser rapidement qui est Horace, en fait, Horace, c'est une structure associative qui est dans sa 11e année d'existence. Et sa vocation est d'accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. Donc, de la simple comptabilité énergétique jusqu'à des projets plus conséquents comme la chaleur fatale ou d'autres, en fait. Horace peut jouer le rôle d'agrégateur, trouver les solutions, trouver les interlocuteurs, comme Mathieu Ferré d'Exit Énergie, en fait, qui correspond également à cette expertise qu'on peut retrouver dans le réseau Horace. Donc, Horace, c'est un écosystème en fait d'acteurs et d'adhérents autour de la maîtrise de l'énergie et de la décarbonation, et qui vont contribuer à l'intérêt des entreprises consommatrices d'énergie pour l'amélioration continue, de la performance énergétique et de la décarbonation. Horace propose une multitude de solutions et de propositions euh, dans l'intérêt des entreprises. Récupération d'énergie, chaleur fatale, c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Exit Énergie, donc Mathieu Ferré va en faire la présentation, vous apportera un maximum d'informations et d'éléments techniques, en tout cas, qui vous permettront d'être plus à l'aise sur ce sujet. Euh, Bien entendu, l'intégralité de cette diffusion sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez aussi la reconsulter en information. Par la suite. J'en ai terminé pour l'amorce de ce webinaire. Du coup, Mathieu, je te propose de prendre la main Ouais, ça marche. et d'afficher ton PowerPoint. Bien. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire sur le thème de la chaleur fatale. Je vais commencer par me présenter. Je suis Mathieu Ferré, le gérant d'Exit Énergie. Exit Énergie, donc c'est un bureau d'études spécialisé en récupération de chaleur fatale. On accompagne les collectivités territoriales et les industriels qui ont des projets de récupération de chaleur. Globalement, ça passe par des schémas directeurs de réseau de chaleur, des études d'opportunité d'évolution du mix énergétique proposées dans le cadre du dispositif Pacte Industrie. On réalise également des audits énergétiques et des études de faisabilité technico-économique. Donc, j'ai prévu une partie à la fin où j'expliquerai en fait en quoi consistent ces accompagnements, quel est le niveau de détail, etc. Donc ça fait Exit Énergie depuis 2020 qu'on travaille sur ce sujet et voilà, on a plus de 40 études réalisées dans ce cadre-là depuis la création de l'entreprise. Alors avant de commencer, parler de la chaleur fatale, je voulais vous montrer un petit dessin que j'aime bien pour dire qu'on parle beaucoup d'électricité dans les médias, dans les débats sur l'énergie et que les énergies renouvelables toujours présentées sont le PV et les éoliennes. Bon, on parle assez peu de chaleur alors qu'en fait c'est le premier usage énergétique en France avec 45% de l'énergie finale. Donc voilà, disons que la chaleur fatale est déjà le parent pauvre de la chaleur renouvelable parce que pas très connue et voilà, et assez complexe. Mais que de manière générale, la chaleur est également la grande oubliée quand on parle d'énergie renouvelable. Voilà, donc c'était un petit préambule pour dire que voilà, c'est important de parler d'énergie thermique et pas que d'énergie électrique. Alors, en introduction, la chaleur fatale, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une chaleur qui est générée par un procédé industriel qui n'en constitue pas la finalité, c'est-à-dire que on n'a pas pour objectif de dégager de la chaleur et pourtant il y a de la chaleur qui est récupérable. Alors on parle aussi de chaleur perdue, de dégagement de chaleur ou de chaleur qui part aux petits oiseaux. Et ce schéma que vous voyez à l'écran le représente bien. Finalement, sur un 100% de combustible consommé, vous avez une partie de perte aux fumées de 25 à 60%, une partie des pertes pendant les ouvertures de portes quand vous chargez un four par exemple, un chariot, etc. Et puis finalement la partie chaleur utile correspond
à seulement 20 à 40% de ce que vous avez injecté comme énergie, en tout cas d'énergie présente dans le combustible que vous avez utilisé. Voilà, il y a aussi des pertes par les convoyeurs, par les supports qui chauffent en même temps que la matière, et des pertes aux parois, puisqu'il n'y a pas de système parfait, même un four très bien isolé a toujours des déperditions. Voilà, donc ce graphique, comme d'autres graphiques qui seront présentés par la suite, sont issus d'une étude qui s'appelle La chaleur fatale, publiée par l'ADEME en 2017, qui est une étude très complète, très ludique sur le sujet. Et les chiffres qui sont présentés dans cette étude sont en train d'être mis à jour par le CEREN. C'est un travail auquel je participe et donc les résultats seront certainement disponibles d'ici la fin de l'année. Voilà, donc pour revenir sur le sujet de la chaleur fatale, c'est jusqu'à 80% d'énergie qui est perdue pour les équipements les moins efficaces, donc c'est énorme. Les enjeux de la chaleur fatale, alors il y a 3 niveaux d'enjeux. Déjà à l'échelle nationale, en fait, réduire, ça permet, récupérer sa chaleur fatale, ça permet de réduire les importations d'énergie pour, dans le même temps, diminuer la dépendance énergétique et améliorer la balance commerciale. Ça, c'est le premier point. On favorise le développement industriel par de l'investissement dans des équipements de valorisation, puisqu'on rend notre industrie plus performante et plus efficace. Et ça permet de respecter les engagements environnementaux qui sont liés aux politiques européennes de lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est le premier niveau. Il y a un niveau territorial aussi, puisqu'on peut créer des synergies économiques et environnementales avec le tissu industriel, synergie qui peut, par exemple, s'inscrire dans un projet d'écologie industrielle et territoriale. On répond à un besoin en chaleur d'un bassin de population quand on récupère de l'énergie fatale pour la réinjecter dans un réseau de chaleur. Et on limite les gaz à effet de serre et donc on contribue à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment dans le cadre de schémas régionaux climat, air, énergie et les plans climat, énergie territoriaux, les PCET. Euh, Au niveau de l'entreprise, on va limiter l'achat d'énergie extérieure, donc avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production. L'énergie thermique, elle est disponible et déjà payée, puisque le combustible que vous injectez, que vous mettez dans votre équipement, il est déjà payé. Donc c'est de l'énergie gratuite, mis à part l'investissement qu'on doit réaliser, puis ensuite les coûts d'entretien maintenance, mais cette énergie est déjà payée. Ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'enrichir une stratégie RSE avec des objectifs de valorisation de chaleur fatale. Alors, quelques éléments de contexte sur le gisement national. En France, on a 4 grands ensembles émetteurs de chaleur fatale. Il y a d'abord l'industrie avec plus de 7000 sites, tous secteurs d'activité donc confondus. Donc ça, c'est le gros du gisement, hein, ça représente à peu près 110 TWh par an sur les 118 estimés dans le cadre de cette fameuse étude ADEME dont je parlais tout à l'heure. Et puis, le reste se répartit sur 3 filières. Vous avez d'abord les unités d'incinération d'ordures ménagères, avec 126 UIOM en France. Certaines stations d'épuration aussi sont concernées, celles qui ont une filière traitement des boues, incinération ou traitement thermique, et les data centers, qui rejettent une chaleur basse température, et on compte à peu près 200 sites en France. Dans l'industrie, donc je disais, la place de ce secteur, elle est prépondérante, hein, c'est plus de 90%. Et les principaux secteurs qui sont concernés, ce sont les secteurs de la chimie, de la plasturgie, de l'agroalimentaire et du papier, du papier et de la métallurgie aussi. À l'échelle régionale, donc, nous avons réalisé l'année dernière une étude pour l'ADEME afin de caractériser le gisement de chaleur fatale, le caractériser et aussi faire une cartographie des gisements sur le territoire, donc référencer les sites qui sont émetteurs de chaleur. Ça a été 1 an de travail durant cette année. On a donc analysé l'ensemble des audits qui étaient disponibles, des études de faisabilité, et on a demandé aux entreprises volontaires de répondre à un questionnaire pour estimer les gisements de chaleur par site. Et donc vous voyez sur la carte qui est ici à l'écran, bon, on a des sites industriels un peu partout.
avec certaines zones de concentration autour des métropoles, enfin des grandes villes. Voilà. Et on a référencé 539 sites. Et le total, gisement total estimé, c'est 5,2 TWh par an. Voilà, donc ça représente, je ne sais plus, entre 5 et 10% du gisement national. Donc voilà pour la région Pays de la Loire. Si on regarde un peu plus dans le détail la répartition par secteur, donc les secteurs d'activité les plus représentés en Pays de la Loire, on a donc, alors, mis à part le secteur autre qui est vraiment très difficile à exploiter parce que regroupe beaucoup de secteurs très différents. Sinon, on a les minéraux non métalliques ici, donc la fabrication de matériaux. On a, sur l'industrie agroalimentaire, on a découpé en 4 sous-groupes avec l'industrie laitière qui est très présente et la préparation, conservation de produits à base de viande ici. Ensuite, on a les industries mécaniques également qui sont présentes et la fabrication de produits en caoutchouc et plastique ici. Voilà, avec pour chaque secteur des gisements de chaleur fatale associés. Alors sur la chaleur fatale industrielle, donc là, c'est pareil, partout. On va parler, de comment on la caractérise. Hem, donc c'est valable pour, tous les gisements en région et à l'échelle nationale. Une chaleur fatale est caractérisée par son état physique d'abord. Est-ce que ce sont des buées, de l'air chaud, de l'eau chaude, de la vapeur perdue? Et puis après, son débit, sa pression et son taux d'humidité, sa disponibilité. Est-ce que le process émetteur de chaleur fatale fonctionne 5 sur 7, 24 sur 24, en 3-8 ou week-end compris? Sa variabilité, selon si le process bouge en fonction des lots qui sont traités ou si c'est du process continu. Et sa température. La température, c'est vraiment sa caractéristique la plus importante, je dirais. Parce que c'est ce qui permet de voir si elle est compatible, si on peut l'utiliser pour couvrir des besoins, sur le même site ou à proximité. Donc, la répartition du gisement en température, elle est à peu près la même à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. On voit qu'on a un gros gisement ici en dessous de 40 degrés. Ce gisement en dessous de 40 degrés, ça correspond au système de refroidissement que vous voyez ici. Donc là, vous avez, la répartition par, enfin, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je vais peut-être utiliser le pointeur ici. Donc ce que vous voyez ici à droite, c'est donc la répartition par source de chaleur. Et donc on voit en bleu les équipements de refroidissement, donc sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, qui représentent voilà, 27% du gisement et qui sont ici à basse température, en dessous de 40 degrés. Et puis après, plus on monte, on va trouver d'autres gisements. Donc par exemple, ici entre 40 et 60, on a les buées de séchoir en orange. Enfin, une partie des buées de séchoir. On a aussi du refroidissement des compresseurs d'air et de froid ici qu'on retrouve dans cette moyenne température, on va dire. Et puis après, il y a plus de 50% du gisement qui est un peu moins, pardon, de 50% du gisement qui est au-delà de 100 degrés. Donc c'est les parties que vous voyez ici. Et donc ça, c'est sur les équipements. Donc on a les fumées de four, on a des fumées de chaudière ici, on a de la chaleur sensible et une partie des buées de séchoir. Voilà. Donc un peu la répartition des équipements. Alors ces équipements, on les retrouve ici sur ce schéma enfin, cette représentation schématique d'une usine. Vous avez ici les différents postes, qui sont émetteurs de chaleur, on va dire les principaux. Vous avez d'abord la production en 1 ici, la production de froid, qui permet de refroidir. Donc je ne sais pas si vous, voyez, donc on a un élément ici qu'on amène via un tapis dans un four. Cet élément sort, il est refroidi et puis il part ici, pour être livré. Donc, 1er élément ici à gauche, le refroidissement, qui permet de refroidir l'élément qui a été transformé, chauffé, déshydraté, en sortie de process. Donc cette production de froid, elle émet de la chaleur, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez ensuite la production, de chaleur elle-même, donc qui permet d'alimenter, de chauffer l'air qui va ensuite être envoyé dans le four. Donc elle est émettrice de chaleur aussi, on verra qu'on peut récupérer sur les fumées notamment, mais pas que. Vous avez la production d'air comprimé ici.
Sur le process en tant que tel, c'est-à-dire ici, on imagine de la cuisson, puisque vous avez une hotte qui aspire l'air chaud qui sort du four et qui est rejeté. Donc là, on peut récupérer de la chaleur à ce niveau-là. Vous pouvez récupérer aussi sur le captage des polluants. Et ensuite, sur la ventilation générale, donc ça c'est ici, c'est-à-dire que si vous devez évacuer, renouveler l'air, bah, vous retirez de l'air qui est déjà à température, et donc vous pouvez récupérer les calories qu'il contient avant de l'envoyer, avant de le renvoyer à l'extérieur. Et puis vous avez ici identifié sur cette représentation schématique aussi les eaux usées, voilà, qui sont à basse température également, mais qui représentent un gisement important. Voilà un peu pour cette première approche. Maintenant, on va rentrer dans le détail pour chaque équipement, à commencer par l'air comprimé. Alors, l'air comprimé, c'est pas le plus gros gisement, mais c'est l'équipement le plus présent dans l'industrie. Il y en a dans tous les secteurs et sur beaucoup de sites. Donc, l'air comprimé, on peut récupérer à peu près 70% de la consommation électrique de l'équipement. Voilà, ça va dépendre bien sûr des équipements, mais c'est un ordre de grandeur. 70%, c'est cohérent en première approche. C'est une chaleur intéressante parce qu'elle est haute température, généralement autour de 75-80 degrés. Donc 75-80 degrés, ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour faire du chauffage, produire de l'eau chaude. Donc on va dire que ça couvre un panel d'utilisation de chaleur assez large dans les domaines de l'habitat et du tertiaire et de l'industrie. Vous avez la possibilité de récupérer cette chaleur sous forme d'air chaud ou d'eau chaude. C'est ce qu'on voit sur le schéma ici, puisque vous pouvez directement gainer et renvoyer l'air chaud dans l'atelier qui est à côté, ou sinon installer un échangeur pour produire de l'eau chaude et donc utiliser cette énergie dans des réseaux de chauffage ou pour produire de l'ECS par exemple. C'est un fonctionnement qui est stable toute l'année, donc ça c'est intéressant aussi. Les compresseurs tournent pour les besoins du process, et il n'y a pas de saisonnalité sur leur fonctionnement. Ils ne fonctionnent pas plus l'hiver que l'été, ou l'inverse. Donc voilà sur la production d'air comprimé. Alors cette énergie, qu'est-ce qu'on en fait? On chauffe des zones de stockage, c'est la solution la plus courante. Vous avez là par exemple, donc on est dans un atelier, on prend la photo d'une gaine et derrière vous avez une pièce avec les compresseurs. Donc l'air est envoyé directement dans l'atelier pour réchauffer l'été. L'inconvénient qu'on a, c'est que, alors il faut mettre un registre, sinon si vous renvoyez l'air chaud, même en été, ça peut créer de l'inconfort pour les personnes qui travaillent dans l'atelier. On peut aussi récupérer, c'est ce qu'on voit sur ce schéma-là, sous forme d'eau chaude et pour produire donc produire de l'eau chaude. Vous avez une chaudière à côté qui assure la pointe secours, mais en base, ce ballon est alimenté par le compresseur. Donc on imagine après que ça peut partir dans des radiateurs pour chauffer des bureaux, par exemple. Produire de l'eau chaude sanitaire, donc à condition d'être au-delà de 55 degrés pour éliminer le risque de légionellose. Ça peut permettre de préchauffer de l'eau de process. Voilà, par exemple des eaux de nettoyage, c'est le cas le plus courant. Et préchauffer l'eau neuve pour produire de la vapeur, si la chaufferie vapeur est à côté, ça peut être aussi une option. Voilà, donc on a plein d'utilisations possibles pour cette énergie. Sur la production de froid, alors, la production de froid, je le disais, on émet des calories. Bon, pour faire très simple, c'est comme votre frigo, hein. Si vous mettez la main à côté de l'évacuation, c'est bien de l'air chaud qui sort. On produit du chaud pour produire du froid. Donc sur les groupes froids, il y a à peu près, alors tout est récupérable. On a 15% à la désurchauffe, donc entre 60 et 70 degrés. C'est le plus petit gisement, mais une température intéressante. Alors ce 15%, il varie selon l'équipement, mais c'est pour vous donner une idée. Et on a 85% sur la condensation qui est à 30-40 degrés. Donc la désurchauffe et la condensation, c'est ce qu'on voit sur ce diagramme là du cycle de Carnot. En fait, votre fluide frigorigène, donc vous le comprimez, vous le faites monter en température et après,
il va y avoir une phase ce qu'on appelle de désurchauffe. Donc, c'est là qu'on a de la haute température. Et puis après, on va le condenser donc, sur cette partie-là. Et c'est là que la température sera moins intéressante, mais que vous aurez la plus grosse quantité d'énergie. La production de froid, elle fonctionne toute l'année quand c'est pour le process. Par contre, si c'est pour répondre à des besoins de climatisation, effectivement, c'est seulement l'été. Donc ça, c'est un des inconvénients de cette source de chaleur fatale. Donc la production de froid, quand on utilise l'énergie, ça peut être pareil. Donc pour des réseaux de chauffage entre 50 et 80 degrés, donc ça c'est en fonction des émetteurs que vous avez sur votre réseau de chauffage. Donc vous pouvez récupérer à condition de rehausser en température, sauf si vous utilisez que la désurchauffe, hein. Sinon, pour produire de l'eau chaude sanitaire à 60 degrés, préchauffer de l'eau de process et préchauffer de l'eau neuve. Donc ça, on est sur les mêmes applications que ceux dont on parlait tout à l'heure. Donc attention au niveau de température. Si vous récupérez sur la condensation donc de l'eau tiède, on va dire à 35 degrés, pour valoriser cette énergie, il est souvent nécessaire de coupler cette récupération à une PAC. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, hein. C'est un cas qu'on rencontre très régulièrement. Voilà, ce sont des choses qui se font. On récupère, on couple à une PAC pour remonter la température et utiliser l'énergie. Il faut savoir que ce sont des opérations qui sont assez bien aidées. Donc même quand on a un investissement de PAC et qu'on consomme derrière un peu d'électricité, ça reste quand même plus intéressant que de consommer du gaz ou un autre combustible. Voilà, donc c'est intéressant. Alors, je vous ai mis là un petit exemple sur un projet, d'un projet sur lequel j'ai travaillé. Donc, vous avez ici un groupe froid qui rejette de l'eau. Donc, l'eau ici arrive à 25 et elle est rejetée à 35, puisqu'on a dit que ce groupe froid, pour répondre, pour fonctionner, donc produisait du chaud. Donc là, il produit du chaud en réchauffant ce fluide. Ce fluide est envoyé dans une PAC et la PAC, elle va donc utiliser les calories qui sont dans l'eau à 35 pour la renvoyer à 25. Elle utilise ces calories pour, de l'autre côté, pouvoir chauffer de l'eau de 45 à 65. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on avait ici un retour à 45 qu'on peut remonter d'un delta T de 20. Cette eau, une fois qu'elle est à 65, elle peut servir pour alimenter des aérothermes et chauffer des ateliers. Elle peut aussi servir, pardon, excusez-moi, pour chauffer l'arrivée d'eau de ville. L'arrivée d'eau de ville qui est donc préchauffée via cette énergie pour ensuite être stockée dans un ballon. Ce ballon, il y a un appoint électrique, là en l'occurrence, mais l'idée c'est de dire que la récupération de chaleur fatale, elle est en base, mais elle est toujours avec un backup, hein. On ne mise pas que sur la récupération de chaleur fatale parce que si pour une raison X ou Y, cette production de froid s'arrête, on n'est plus en capacité de produire. Donc voilà, on a une énergie de secours. Et après, on a le départ au chaud de process ici. Le bilan énergétique d'une opération comme celle-là, c'est en gros, on va capter 2 MWh ici, sur le groupe froid. La pompe à chaleur va en utiliser un. Elle va utiliser 1 MWh électrique. Enfin, son compresseur va utiliser 1 MWh électrique. Et à l'arrivée, on peut valoriser 3 MWh thermiques restitués. Voilà. Donc, ça fait un COP de 3, un coefficient de performance de 3. Donc, même si on consomme 1 MWh électrique, c'est intéressant parce qu'on arrive à en restituer 3. J'en profite, je fais une petite pause avant de passer à la suite. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, à intervenir. On n'est pas si nombreux, donc n'hésitez pas. Parce que moi, je ne vois que ma présentation, donc je vois pas s'il y a des questions. Bonjour, Ah, il y a eu bonjour, c'est Joël Cardinal. Je suis animateur énergie renouvelable pour l'ADEME, donc ça m'intéresse et je suis à la disposition des gens. Si on parle d'aide à un moment dans ta présentation, Mathieu, on pourra faire ça. Il y a deux questions dans la conversation qu'on peut traiter plus tard peut-être. Enfin, c'est des précisions sur les niveaux de température. Donc voilà. Ouais, ça marche. Ben, on peut les traiter maintenant, tant qu'on est là, il n'y a pas de souci. Donc je commence par la deuxième, parce que la première c'est la mienne. Ouais. C'est en termes donc c'était quand tu présentais les niveaux de température disponibles dans les différents types d'industries. Une question, c'est
les parcs d'impression 3D industriels, donc machine fermée avec four. Alors la personne qui a écrit peut peut-être prendre la parole. Ça sort à 30 ou 40 degrés et il y a des compresseurs. Donc est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, j'imagine, quoi. Ça sort à 35-40 degrés, si j'ai bien compris. Ouais. Je sais pas si donc je vois c'est Monsieur Elie. N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez préciser votre question. Oui, excusez-moi, oui. Bonjour, merci. Bonjour. Oui, parce qu'en Bonjour. fait, nous, on a déjà fait des études sur notre parc de machines d'impression 3D. Alors, comme je le marque, hein, c'est de la machine fermée, donc pour faire des tests techniques. Et on a une température de sortie permanente de 35 à 40 degrés, ce qui, à la fois, en été, peut nous créer des non-conformités parce qu'il fait trop chaud. Mm. Et du coup, on se pose la question de récupérer cette chaleur. On avait fait une étude à l'époque qui nous avait dit que c'était pas assez élevé en température de sortie pour en faire quoi que ce soit. Et on a eu un dernier avis dernièrement qui nous disait qu'on pouvait éventuellement chauffer les bureaux qui étaient mitoyens de cet atelier, mais que ça s'arrêtait là puisque la température est trop basse pour pouvoir espérer chauffer toute ou partie de nos espaces de bureau. Alors, effectivement, bon, il faut regarder, mais ce qui se passe, c'est que si vous avez un air chaud, un air à 35 degrés, si vous voulez changer de vecteur, enfin, on va dire ouais, de fluide caloporteur, donc pour chauffer de l'eau, en gros, vous allez être limité techniquement par des échangeurs qui n'ont pas des très bons rendements. Donc, vous n'arriverez pas à chauffer beaucoup d'eau avec votre flux d'air chaud. Ce que vous pouvez faire, par contre, si votre air, j'imagine que c'est un air qui est pollué, enfin que vous ne pouvez pas utiliser directement. Alors, on n'a pas fait d'analyse dessus, on court avec le fabricant de machines, Ouais. euh, parce que c'est de l'air qui est traité quand même. Donc, je sais pas comment il ressort, en fait. Bon, s'il y a un peu enfin, voilà, si l'air est pollué et que vous ne pouvez pas l'utiliser directement, alors là, on peut imaginer un peu comme une VMC double flux, c'est-à-dire que vous allez chauffer l'air entrant avec cet air que vous envoyez dehors pour maintenir une ambiance à une certaine température. Après, il faut voir est-ce que ça couvre tous les besoins, une partie, est-ce que c'est intéressant ou non, c'est ça le sujet. Ah, Mais techniquement, ça, je vois pas le problème, en tout cas sur le principe. En fait, c'est ça le truc, c'est que là, on rentre dans un programme européen de décarbonation de l'industrie avec l'éco-conception, etc. Et en fait, on se dit qu'aujourd'hui, la moindre récupération d'énergie pour limiter justement à la fois nos dépenses et puis limiter notre bilan, toujours bon à prendre. Donc, c'est ce que j'aimerais étudier par la suite, c'est qu'on a en plus une production qui est en permanence en évolution, qu'on va racheter encore d'autres machines, etc. Ouais. On n'a pas envie, et il va falloir qu'on la jette dehors, parce qu'en fait, comme ça réchauffe de trop nos ateliers, Ouais, il faut qu'on la dégage. Donc je me dis, c'est quand même dommage. Alors peut-être qu'il n'y a rien à faire, mais je pense qu'il y a quand même un minimum à faire. Même si c'est pour récupérer 1 degré ou 2, et ben ce sera toujours ça de gagner. Après, Est-ce évidemment, il faut que, pas en fonction de poids économique d'investissement, mais au-delà de ça, c'est déjà voilà, de dire oui, il y a quelque chose à faire, ce sera faible, mais on peut quand même en faire quelque chose. est-ce que là, on rentre peut-être dans le périmètre d'aide au financement des aides du pacte industrie? Oui, oui, complètement. En fait, tout à l'heure, je parlerai des différents dispositifs et Ouais, oui, oui, ouais. on est Donc ça vaut dedans, il n'y a peut-être pas le de coup de problème. garder la question pour tout à l'heure, mais j'ose espérer qu'il y a quelque chose à faire. Oui, oui, il y a Je ne quelque sais pas chose où à vous êtes, faire. monsieur Elie, mais moi je suis sur le 49, donc je serais On enchanté est, d'être votre interlocuteur. on est à côté de Nantes. Ah bah, on a des collègues dans toute la région, donc il n'y a pas de souci normalement. Mais ça marche, donc on pourra regarder ça. L'autre, du coup, parfait. L'autre question, avant de changer peut-être, l'autre question, c'était moi qui posais la même question sur les niveaux de température. Quand la diapositive a affiché les industries Oui. laitières et de production de viande,
Euh, je m'imaginais que la température, la chaleur à récupérer là, c'est plutôt ce qui sort peut-être des groupes frigorifiques, donc c'est dans les 60 degrés et peut-être ça rentrerait dans des choses où on peut valoriser ou pas? Alors oui, ça dépend des équipements. D'accord. Typiquement, dans les laiteries, tu vas avoir de la production de froid, c'est sûr. Donc Ouais. de l'eau tiède, 20, Hum, hum. 30 degrés, il y aura un potentiel à récupérer. Donc ça, c'est intéressant. Même si c'est pour exporter, si tu as un voisin qui consomme, qui a un besoin en chauffage, voilà, avec une pompe à chaleur, tu peux remonter à des niveaux de température largement exploitables. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, bon, il y a les plus grosses laiteries qui ont des tours d'atomisation. Là, c'est encore un autre sujet. Parce que sur les tours d'atomisation, il y a moyen de récupérer de l'énergie sur la sortie d'air chaud, qui est un air humide, sorti de tours qui permettent de déshydrater et de produire de la poudre de lait. Donc là, c'est Hum. encore autre chose. Voilà, donc oui, oui, il y a des choses à faire, hein. De toute façon, Ok, d'accord. à partir du moment où on a de l'eau, je dirais, voilà, enfin, une source de chaleur, même moyenne, basse température. Aujourd'hui, on a des projets où on va faire de la géothermie, on va creuser des puits pour aller chercher de l'eau à 15 degrés. Donc, avoir de l'eau accessible à 25-30 degrés, c'est intéressant, il faut regarder, hein. D'accord. Alors, Ok. j'en profite pour faire le lien avec la question d'après sur le COP de Troyes. Alors, Oui. ici, c'est un exemple, donc c'est pas un COP réel en réalité, et surtout, vous me demandez pour quelle température extérieure. Ici, l'avantage qu'on a, c'est que ça ne dépend pas de la température extérieure. Quand vous installez une pompe à chaleur chez vous et que vous récupérez les calories sur l'air extérieur, effectivement, plus il fait froid et et moins c'est performant. Ici, la différence que l'on a, c'est que ici, la production de froid, mon groupe froid, il va toujours produire de l'eau à 35 degrés. Donc ma source chaude, elle sera toujours à 35 degrés. Donc ça ne va pas varier en fonction des conditions climatiques. D'accord? Ça, c'est super important. Et ce qui va faire le COP, c'est le gradient de température entre ici, ma source à 35 degrés, et ici, à combien je veux produire 65. Si j'ai de l'eau à 65, pardon, si j'ai de l'eau à 35 et que je veux produire à 65, j'ai un gradient, j'ai un saut, un gap de température de 30 degrés, ce qui est pas énorme. Donc là, sur une machine comme ça, je peux espérer avoir des COP de 3,5, 4, 4,5. Si par contre je veux produire de l'eau à 90 degrés, là la marche est un peu haute. Et sûrement que le COP sera dégradé et moins bon, donc peut-être autour de 2,5, 3. À affiner avec des fabricants de packs, voilà, ça se regarde tout ça, mais dans l'esprit, c'est un peu ça, quoi. Je sais pas si c'est clair pour vous. Alors je continue. C'était clair pour moi en tout cas. Oui, pardon, j'avais Ouais. pas mis le micro. Oui, merci beaucoup. Parfait. Sur la récupération de froid, il y a quand même, alors il y a 2 points de vigilance. C'est la première, c'est que la récupération peut être en conflit avec du free cooling. Le free cooling, c'est quoi? C'est quand on a des consignes de température qui sont, par exemple, pour notre besoin process, je parle, hein, à 5 ou 10 degrés. Finalement, il y a quand même une partie de l'année où on peut utiliser l'air extérieur pour refroidir notre eau ou notre air à ces températures-là. Donc il ne faut pas que la récupération soit au détriment je dirais, euh, comment dire, de quelque chose qui relève du bon sens, à savoir de refroidir avec l'air extérieur quand il est disponible. L'air extérieur étant une ressource gratuite et disponible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est forcer la température de condensation. Parce que parfois, on se retrouve dans un cas où on se dit, bah là, j'aimerais bien produire de l'eau plus chaude pour réduire le COP de la PAC ou pour pouvoir utiliser directement l'énergie qui est produite par les groupes froids. Et là, on a possibilité, les frigoristes ont la possibilité de travailler plus haut en température si on leur demande, enfin, de faire des réglages sur la machine pour faire travailler le compresseur à une pression de température plus élevée. Mais dans ce cas-là, on voit que ça entraîne une surconsommation électrique. Donc c'est ce que j'essaye d'illustrer avec ce graphique là qui est issu d'une supervision d'un client. Vous voyez, là, il est en mode normal, et puis à ce moment-là, il a besoin de faire de la récup pour alimenter une CTA et faire du chauffage. Et vous voyez, la conso élect du groupe froid, elle est quasiment doublée, quoi. Parce que lui, il voulait produire de l'eau à 55 sorties condenseur.
Donc il force le fonctionnement de sa machine et au final, bon, bah, c'est pas forcément pertinent. Alors il faut faire le calcul, hein. Peut-être que ça l'est parce qu'à ce moment-là, on paye son gaz très cher et qu'il vaut mieux récupérer, surconsommer de l'électricité plutôt que de consommer du gaz pour alimenter sa CTA. Peut-être. Mais en tout cas, il faut avoir en tête que ça peut avoir un impact sur la conso élec et donc ne pas avoir de pertinence technico-économique au global. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la récupération de chaleur sur les gros froids. Je vais passer à une autre source de chaleur maintenant, ce sont les fumées. Alors les fumées de chaudière, par exemple, on peut mettre un économiseur. C'est généralement le cas, mais on voit encore des chaudières qui ne sont pas équipées. Donc je le rappelle, un économiseur, on abaisse la température des fumées de 250 à 130 degrés. Voilà, et puis on peut même mettre un condenseur après pour condenser les fumées. Et donc là, on va passer de 130 à moins de 60 degrés, c'est-à-dire en dessous du point de rosée des fumées. Sur les fours, on a des températures, des hautes températures qui sont atteignables, ça dépend des process. Et là, il y a peu de solutions standards, en fait, hein. Ça veut dire qu'il faut vraiment réaliser une étude technique assez poussée pour voir combien on peut récupérer, dans quelles conditions. Voilà. Sachant qu'il y a un point de vigilance encore, enfin deux même. Premièrement, c'est que si la température de condensation des fumées est atteinte, on va avoir un sujet de corrosion sur les matériaux de l'échangeur. Donc là, voilà, faut choisir les bons alliages pour résister à la corrosion. Et donc forcément, le coût du projet va être impacté. Et un deuxième sujet, et là, je reviens sur la question qui nous a été posée concernant de la récupération en sortie de four ou de process d'impression 3D, c'est qu'il ne faut pas que votre récupération sur l'air chaud en sortie de votre machine, il perturbe l'extraction de votre flux d'air chaud. C'est-à-dire que la machine, elle est dimensionnée, elle est équipée d'un ventilateur pour sortir l'air chaud. Et donc là, il faut pas, si on ajoute un échangeur, il ne faut pas que ça perturbe cette extraction d'air chaud, sinon ça veut dire qu'il faut remplacer le ventilateur pour en prendre un plus costaud. Je vous remercie, ouais, parce que c'est un des sujets compliqués, c'est que ces machines-là sont ultra sensibles au mouvement d'air. Et donc, voilà, c'est un vrai sujet, effectivement. Voilà, Merci. donc c'est pour ça que si l'air chaud est propre, on peut l'utiliser directement. S'il n'est pas propre, ça veut dire qu'il faut un échange de chaleur avec un autre fluide qui va être utilisé ensuite pour diffuser la chaleur. Et là, bah, forcément, on rajoute un échangeur, donc on rajoute des pertes de charge. Donc ça pose la question, est-ce que mon ventilateur est capable de combattre ces pertes de charge supplémentaires? Ouais, effectivement. Merci. Là, j'ai un exemple, donc c'est un économiseur sur une chaudière. Donc c'est un exemple qui est présenté par un bureau d'études qui s'appelle Coretech, voilà, qui sur son site a mis un schéma de principe qui est assez intéressant, je trouve, parce qu'on voit donc la chaudière. Ici, vous avez un économiseur. Cet économiseur, il permet de réchauffer une boucle de récupération qui va alimenter ensuite de l'eau de lavage, de l'eau d'appoint ou de l'eau de process. Et alors, il y avait déjà un économiseur, donc ça c'est un condenseur, pardon, et en amont, il y a un économiseur qui lui permet de préchauffer l'eau alimentaire qui alimente la chaufferie vapeur. Voilà, donc et on arrive à une sortie fumée à 50 degrés, donc c'est super bien, quoi. Voilà, là on a vraiment été chercher tout ce qu'on pouvait aller chercher sur les fumées. Donc quand on fait le bilan énergétique de cet équipement, en prenant en compte tout ce qu'on récupère, on est sur des très très bons rendements. Sur les eaux usées maintenant. Donc c'est un potentiel qui est très variable d'un site à un autre. C'est sur de la basse température, hein, 20-30 degrés. Ça fonctionne toute l'année. On a des secteurs industriels qui sont plus concernés, notamment la pharmacie, l'agroalimentaire, le papier. Voilà, et là on va réutiliser, alors soit sans RS en direct, on va en fait préchauffer l'eau froide qui entre sur le site. Là c'est pareil, hein, c'est comme une VMC double flux, mais on travaille avec de l'eau, mais c'est le même principe. Il y a un effluent qui sort chaud et on va préchauffer l'effluent propre qui rentre. Alors, soit avec Reos en température via une PAC, donc pour un réseau de chauffage ou de la production d'eau chaude. Sur les séchoirs maintenant, donc les séchoirs, c'est un autre type d'équipement intéressant avec de l'air humide qui sort entre 70 et 100 degrés, donc ça voilà, c'est un niveau de température intéressant.
Les taux d'humidité, ils sont variables selon le process, mais c'est vrai que c'est déterminé pour quantifier la chaleur récupérable en fonction de si vous êtes très humide ou non. Quand on va condenser le fluide, on va récupérer plus ou moins de chaleur latente, donc ça c'est important. Et puis des exemples de procédés, on parlait de tour d'atomisation tout à l'heure, ça peut être aussi sur de la nutrition animale ou des séchoirs à bois par exemple. Point de vigilance, oui, ce sont des effluents qui peuvent être chargés et donc engendrer un encrassement et un colmatage des échangeurs. Donc voilà, prévoir de l'entretien maintenant sur les échangeurs et encore une fois, s'assurer que la récupération ne perturbe pas le process et notamment l'extraction des buées. Moi, je travaillais sur un projet dont on va parler après, où on a dû rajouter un ventilateur pour être sûr que toutes les buées étaient bien extraites et on restait sur un niveau de dépression dans les conduits d'évacuation des buées qui fonctionnaient, qui répondaient au cahier des charges des équipements en amont, en aval. Donc là, vous avez un exemple de valorisation qui est intéressant parce que c'est de la valorisation externe. Il n'y en a pas beaucoup en France, mine de rien. Donc voilà, c'est assez rare pour être souligné. Ça se passe à Vitré, en Bretagne. L'industriel en question, c'est Kervalis. Kervalis, ils produisent de la nutrition animale à partir de déchets, de restes d'abattoirs, donc de produits à base de viande. Donc ils vont déshydrater cette matière. Pour ça, donc, ils vont utiliser des cuiseurs. Et donc toutes les buées se retrouvent ici aspirées, vont alimenter un échangeur. Cet échangeur, il est alimenté. Alors, il y a une boucle d'eau qui est utilisée. Donc là, il y a un contact direct entre les buées et l'eau. Et donc, après, un échangeur qui vient récupérer les calories sur cette boucle de récupération pour alimenter le réseau de chaleur. Ces buées, elles sont donc ici refroidies, condensées en partie, puis elles sont envoyées vers un aérocondenseur qui finit le travail de condensation pour être sûr qu'on a tout condensé et que tout est traité après en station d'épuration. Voilà, donc c'est un exemple intéressant parce que on a du stockage hydraulique aussi. C'est un process qui fonctionne 20 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc pour maximiser le taux de récupération, le taux de couverture sur le réseau, on a du stockage. On a d'autres sources de chaleur pour évidemment alimenter les entreprises et les bâtiments publics qui sont raccordés à ce réseau de chaleur, même quand Kervalis ne fonctionne pas. Et c'est un réseau intéressant avec plus de 2 km de tubes, avec un prix de la chaleur qui est compétitif. Parce qu'on récupère de la chaleur gratuite et que le projet a été financé en partie par l'ADEME, par les C2E. Donc voilà, on arrive à quelque chose de pertinent et où tout le monde trouve son compte finalement. Donc voilà, ça c'est un chouette projet. Alors, je vois qu'il est déjà 11h50, donc je vais passer assez vite. Ça reprend un peu ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant sur les différentes formes d'utilisation, utilisation directe, utilisation avec du stockage, en couplant à des pompes à chaleur. Donc, de toute façon, la présentation vous sera envoyée. C'est également issu de l'étude de l'ADEME, donc que je vous invite à parcourir si vous avez un sujet. Voilà, il y a beaucoup d'informations dans cette étude. Ce qui est important de dire quand même, c'est que récupérer sa chaleur fatale doit s'inscrire dans une démarche globale d'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'avant de récupérer, on s'assure qu'on a réduit le besoin. Comment? En abaissant les températures de consigne. Par exemple, quand on a des besoins en froid, on se rend compte que parfois on est sur une consigne à entre 0 et 5 degrés, alors qu'avec une consigne à 10 degrés, ça marcherait aussi très bien. Sur les circuits d'air comprimé, on peut faire des campagnes de recherche de fuite. Donc réduire finalement la marge du compresseur, donc réduire la quantité de chaleur fatale qui va être disponible par la suite. Voilà, l'idée c'est d'abord d'éviter la chaleur fatale et ensuite de la récupérer celle qui est inéluctable. Améliorer les équipements, donc optimiser la production quand on a des équipements vieillissants par exemple. Donc si on a la possibilité de le faire ou équiper des équipements existants d'ailleurs avec des nouvelles technologies, des améliorations qui ont été développées par le fabricant. Mettre en place de la régulation. Donc voilà, tout ça, ce sont des préalables avant de valoriser, enfin de récupérer de la chaleur. Et quand on la récupère, on essaye d'abord de la valoriser en interne. Et ensuite, on se dit que ce qui reste, on peut l'exporter pour des entreprises voisines ou via un réseau de chauffage urbain. Voilà un peu la logique, hein, c'est dans cet ordre-là que ça doit être fait.
Et l'ADEME, qui finance ce type de projet, est très attentive au fait que cette démarche soit respectée. Alors, comment se faire accompagner dans sa démarche? Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, la première étape, c'est l'audit énergétique. Pour faire un bilan énergétique global avec des mesures et identifier les gisements d'économie d'énergie, voilà, ça va être assez sommaire, donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est la première étape. Ensuite, vous avez l'étude d'opportunité mix énergétique. Ça, c'est une brique du dispositif Pacte Industrie. Voilà. La chaleur fatale, je vous parle de ça parce que la chaleur fatale est bien dans la méthodologie, dans le cahier des charges quand vous faites cette étude mix énergétique. Et ensuite, pour aller plus loin, il y a l'étude de faisabilité. Voilà, bon, il y a d'autres dispositifs pour de la montée en compétences, notamment le dispositif de formation Pro-REFI, le dispositif Pro SME. Voilà, donc ça, c'est un peu tout ce qu'il y a qui touche à la chaleur fatale. Alors, l'audit énergétique sont concernées les entreprises de plus de 250 salariés ou avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. L'audit doit couvrir 80% de la facture et il est à renouveler tous les 4 ans. Donc la méthodologie, c'est voilà, on définit des objectifs, on va sur site, on fait une campagne de mesure, on analyse ces données pour faire un bilan énergétique et on présente un rapport avec des préconisations, voilà, qu'on restitue au client à la fin. Ça, c'est une première étape. C'est plus pour un accompagnement global, si vous avez un sujet chaleur fatale, mais qui est parmi d'autres sujets, efficacité énergétique en général. L'audit énergétique, c'est pas mal. Sachant que la méthodologie a été renforcée au 1er janvier 2024, c'est-à-dire que maintenant, sur la chaleur fatale, on est obligé de caractériser les niveaux de température des procédés pour voir à combien sont les rejets de chaleur fatale. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ça vous permet en première approche déjà voilà, de pressentir s'il y a quelque chose à faire ou non sur cette thématique. Sur l'audit énergétique, il y a une évolution possible. Ça a fait l'objet d'un projet de loi là, il y a 2 semaines, il y a 1 mois et demi, pardon, c'était fin octobre, qui consiste à transposer une directive européenne avec un abaissement des seuils pour l'obligation réglementaire. Tout à l'heure, on disait 250 salariés, chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Il y avait aussi un niveau de conso qui est au-delà de 20 gigawattheures par an. Là, ça pourrait être élargi aux sites dont la consommation est supérieure à 2,75 gigawattheures par an. Donc, ça fait beaucoup plus de sites, avec une date butoir de mise en conformité au 11 octobre 2026. Voilà, donc on attend des nouvelles de ce projet de loi. Pour les entreprises qui étaient déjà soumises donc, à plus de 23 gigawattheures par an, là, c'est obligation de mettre en œuvre un système de management de l'énergie. Comme cet audit, il va être obligatoire a priori pour les sites, je vous le dis, donc, qui consomment plus de 2,75 gigawattheures par an, l'ADEME ne subventionnera plus ces audits énergétiques. Et d'ailleurs, elle a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2025, les sites concernés par l'audit obligatoire à partir de l'année prochaine seraient plus aidés, voilà, sauf s'ils combinent cet audit avec une étude d'opportunité mix énergétique, qui est dans le cadre du dispositif. Alors, cette étude d'opportunité mix énergétique, l'idée, c'est d'avoir une vision globale sur les différents leviers qui vous permettraient de décarboner. Donc, les leviers sont l'efficacité énergétique, la chaleur fatale, les énergies renouvelables, donc biomasse, géothermie, l'électrification et l'hydrogène. Voilà. Et à la fin de cette opportunité mix énergétique, vous faites une feuille de route dans laquelle vous dites pour tel process, ici je mets en place une chaufferie biomasse, ça me permet de décarboner 35% et en 2045, je prévois l'électrification de l'équipement pour décarboner 46% supplémentaires, etc. Voilà, et pour chaque process, vous mettez comme ça, vous projetez des opérations de décarbonation à horizon 2050. Voilà. Donc c'est une étude, il faut compter à peu près 10 jours de travail par le prestataire et donc le résultat, c'est la feuille de route. Une étude de faisabilité, on va aller plus loin. On va vraiment sur la chaleur fatale. On va caractériser, cartographier les sources de chaleur et les besoins. On va faire une campagne de mesure pour quantifier bien le gisement de chaleur fatale disponible.
On analyse l'adéquation des sources avec des besoins, donc on parlait de température, mais d'adéquation aussi dans le temps, et on définit des solutions techniques, on décrit des solutions, est-ce qu'on met du stockage ou non, pour à la fin chiffrer et dire est-ce que c'est intéressant ou non pour vous, quels sont les temps de retour, etc. Donc vous avez ici un exemple. Là, on a plusieurs équipements. On a le chauffage de bureau ou chauffage d'un atelier maintenant, ça c'est un besoin. Ici, vous avez une source de chaleur. Donc parmi les scénarios qu'on a proposés, on dit on récupère sur cette source et puis on va alimenter à la fois un sécheur et le chauffage d'une zone maintenance. Vous voyez. Donc on propose plusieurs scénarios et pour chaque scénario, on a comme ça des simulations de puissance appelée avec des taux de couverture. On dit là, vous avez un taux de couverture sur l'année avec des puissances appelées. La chaleur fatale va permettre de couvrir 80% de ce besoin et les 20% qui restent seront couverts par une chaufferie d'appoint secours, un équipement d'appoint secours. Voilà, donc c'est beaucoup plus détaillé. Sur les financements, donc l'audit, j'ai dit, c'est plus financé. L'opportunité mix énergétique, donc c'est une assiette globale à 10 000 € dans le cadre du programme Pacte Industrie et le taux d'aide va de 60 à 80%. Il faut avoir fait un audit pour être éligible à ce dispositif. C'est pour ça que l'ADEME propose également un audit énergétique couplé à cette note d'opportunité mix énergétique, où là l'assiette éligible c'est 15 000 € et le taux d'aide est le même. L'étude de faisabilité, alors l'assiette éligible est très élevée, mais on n'est pas du tout sur ces montants-là, hein. Enfin, ça dépend du site. Si vous me parlez du plus gros site français, une raffinerie, et que il faut cartographier tous les sources de chaleur, peut-être que certains prestataires vont arriver à ces niveaux-là, mais une étude de faisabilité, selon la taille du site, ça peut aller de 10 à 20 000 €. Et on a, selon s'il faut faire une campagne de mesure, par exemple, ce genre de choses, et puis on a un taux d'aide proposé par le fonds chaleur de l'ADEME entre 50 et 70%. Sur l'aide à l'investissement, vous pourrez aller voir directement. Il y a le fonds chaleur de l'ADEME. Donc là, vous avez les critères d'éligibilité. Vous pourrez aller regarder. Je passe vite parce que je vois que le temps passe. Et sinon, pour l'aide à l'investissement, il y a un deuxième dispositif que vous connaissez certainement. Ce sont les certificats d'économie d'énergie. Donc j'ai remis ici tout ce qui touche à la chaleur fatale. Pour parler des nouveautés, à partir du 1er janvier 2025, la mise en place d'une pompe à chaleur ou d'un ORC, donc pour convertir la chaleur en électricité quand c'est de la chaleur fatale haute température, et les systèmes de stockage sont éligibles et ils ont une fiche d'opération standardisée pour ces opérations-là. Voilà, je vous remercie. Vous avez mon contact dans la présentation et aussi des contacts intéressants. Si vous avez un projet, je vous invite à contacter Claire Mercier de l'ADEME qui s'occupe de cette thématique, ou Hugo Tuillier qui s'occupe du programme Pacte Industrie, notamment pour l'étude mix énergétique dont je parlais à l'instant. Voilà, je vous Il y avait remercie. juste une dernière question d'Anne-Sophie Edine concernant justement ce seuil. Si une entreprise consomme plus de 2,75 gigawattheures, mais est certifiée ISO 50001, est-ce qu'il y a une obligation d'audit énergétique? Non, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais sont exemptés de cette obligation les sites certifiés ISO 50001. Tout à fait. Merci pour la question, ça permet de préciser. Merci à vous. Merci bien. Merci de toutes ces informations, Mathieu. C'était très riche. Et puis de cette coopération sur ce webinaire avec les autres participants, c'était vraiment extra. On est ravis de pouvoir constater ces échanges au sein du réseau. Comme vous avez pu le constater, il y a les coordonnées de Mathieu qui apparaîtront dans le webinaire qui va être enregistré, et qui sera sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à prendre contact avec lui. Vous avez montré qu'en fait, il avait connaissance et maîtrise du sujet pour pouvoir vous aiguiller correctement. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt sur nos différents webinaires pour 2025 maintenant, parce qu'on arrive dans les derniers webinaires de cette année. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.